Comment maintenir le désir sexuel dans le couple? Pour un couple durable, pour un amour durable en fait. Donc quand j'ai réfléchi à la question, parce que je me suis dit, il faut que je prépare ma conférence quand même, hein. Donc au moment où j'ai préparé la conf, je me suis dit, bonjour, bonjour, installez-vous. Je me suis dit, déjà dans le titre, comment maintenir le désir sexuel, ça veut dire qu'il faut maintenir le désir sexuel, n'est-ce pas? C'est bien, ça fait chic de maintenir le... Voilà, c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'en général, dans la pensée du grand public, maintenir le désir sexuel dans le couple, c'est preuve d'une sexualité épanouie, ça fait preuve d'un amour conséquent, parce que la plupart du temps, ce qu'on entend, c'est que les couples sont cimentés sur la sexualité. Entre autres, il y a quand même une grande partie des couples qui sont cimentés et qui veulent être cimentés par la sexualité. Donc maintenir le désir sexuel, on va dire, c'est un sujet grand public qu'on voit souvent dans la presse, hein, que j'ai saisi aussi parce que je me suis dit bon bah pourquoi pas traiter le sujet comme tous les sujets que je traite, hein. Je vous rappelle que je suis psychologue, psychothérapeute, je suis spécialiste de la relation amoureuse. Je fais pas trop de trucs en sexualité, mais je me suis dit pourquoi pas saisir le sujet, why not? Et je me suis dit, comme ça, je me suis interrogée, je me suis dit, pourquoi faut-il toujours maintenir le désir sexuel dans le couple? Parce qu'il y a une pression sociale, il y a quand même une invitation sociétale à faire un couple durable basé sur une sexualité qui fonctionne. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'allez pas rejeter le propos quand même, hein, vous acquiescez. Donc ça veut dire que, ok. Alors, je vais toujours défendre les points de vue thèse et antithèse. D'une part, évidemment, pour certains qui ont un goût prononcé de la libido avec la sexualité, il y a des personnes plus ou moins organisées sur la libido, hein. Il y en a qui s'y intéressent et d'autres s'y intéressent moins. C'est les goûts et les couleurs, hein, il en faut pour tout le monde. Donc, ne vous mettez, déjà, en intro, je vous dis, ne vous mettez pas la pression si ça ne vous branche pas. Ça filme, là? Ouais, vérifie. Parfait. Parce que on va voir au fil de mon développement que la sexualité, le désir fluctue, surtout sur un couple qui dure longtemps. Donc déjà, l'amour fluctue tout le temps. Alors le désir sexuel, je ne vous raconte pas comment il fluctue encore plus. Donc, si vous vous dites, mais mince, je devrais maintenir, il faut maintenir le désir sexuel, sinon ça veut dire qu'il ou elle ne m'aime plus si le désir disparaît. En général, c'est comme ça que ça marche, hein. On accouple l'amour et le désir sexuel. S'il n'y a plus de désir sexuel, c'est que je ne l'aime plus ou il ne m'aime pas, ou elle ne m'aime pas. Bon, et donc souvent, vous faites un couplage qui peut être erroné, ça n'a rien à voir avec l'amour. Le désir sexuel fluctue comme l'amour fluctue. Donc, si vous vous accrochez les deux termes, elle-même, il-même, parce qu'il y a du désir sexuel, parce qu'il y en avait au début, donc il devrait y en avoir pour toujours, là, vous allez patauger assez vite, parce que vous allez être fort déçu quand le désir va ralentir ou va par moments être moins présent, voire disparaître, et vous allez commencer à avoir les boules. C'est-à-dire à vous dire, mais mince, pourquoi vous posez 50 000 questions, mais pourquoi part-il, pourquoi fuit-il, ça devrait pas, et qu'est-ce que je fais pour, et machin, et tout ça. Alors plus vous vous mettez une pression et plus vous vous analysez comme ça dans tous les sens, plus ça en fait un problème en fait. Vous faites un problème du désir sexuel qui fuit. Et plus vous en faites un problème, il faut chercher à le résoudre, plus vous cherchez à le résoudre, et moins vous le résolvez. Vous connaissez le truc. C'est le piège. Parce que ça devient mental. Et donc, nous, on va examiner cette question de comment est-ce possible d'échapper à cette affaire qui est on doit avoir du désir sexuel parce que c'est comme ça que ça se passe, ça devrait se passer idéalement, c'est encore un idéal, et que si notre sexualité est épanouie, alors on a la banane, on a une bonne santé, on vieillit bien, c'est ce qu'ils vous disent partout dans les médias, hein, et que votre couple va être heureux parce que la sexualité épanouie, c'est promesse de bonheur dans le couple. Donc, point d'interrogation, est-ce que ceci est vraiment vrai? Interrogez-vous quand même. Parce que c'est toujours des dogmes après, hein, c'est des injonctions sociétales. Donc, méfiez-vous de ces bonnes paroles que prêchent les normes sociales et faites plutôt à votre sauce qu'en fonction de tout ce qui est dit dans les médias. Mais ceci dit, ça peut être une bonne idée d'avoir une sexualité épanouie et on peut aussi, je vais aussi aider à développer, oui, comment on peut faire, quelles sont les bonnes idées, voilà, les astuces pour maintenir du désir sexuel dans le couple. Et après, je vous mets le bémol en disant arrêtez de vous prendre la tête avec ça parce que c'est un piège. Vous n'êtes pas libre à l'endroit où vous voulez absolument qu'il y ait du désir sexuel qui soit... Quand vous vous êtes attaché à un truc, et notamment je suis attachée au ciment du couple par la sexualité,
Hein, il y a des gens comme ça, hein, ils sont cimentés, je l'ai dit, hein, ils sont cimentés. La priorité, c'est la sexualité harmonieuse épanouie. Et après, le reste suit. Donc les gens qui sont branchés là-dessus, il y a des moments, ils vont se prendre la tête avec ça. Hein. Au bout d'un moment, c'est sûr que il va y avoir des cassures, et donc ça va leur poser des soucis. Hein. Donc une relation ne doit pas être cimentée spécialement sur un domaine. Vous devez élargir les options. Il doit y avoir, pourquoi pas la sexualité, et pourquoi pas autre chose. Sinon, vous allez coincer quelque part. Hein. Ça va être, et quand il y a beaucoup de sexualité, rappelez-vous, c'est premier chakra, donc on est en bas, on est sous la ceinture, et donc ça donne naissance à des relations plutôt amoureuses et passionnelles, mais avec des coups bas, avec du manque, avec de l'état amoureux, donc avec du manque, et souvent avec de la violence. Des conflits, parce que c'est en dessous de la ceinture. Ça ne monte pas au niveau du cœur et au niveau du ciel. Hein. Ça ne monte pas très haut, l'histoire. C'est à la pâquerette, en fait. Donc, je le dis comme ça, je suis souvent un peu carrée. Mais bon, c'est bien de vous interroger pour voir à quel endroit on se trouve. Pour ça que très souvent, on fait travailler en thérapie, et puis même, par exemple, dans les stages de tantra que j'animais, on fait travailler sur faire monter l'énergie en haut. Pas rester qu'en bas dans la passion, non, l'état amoureux, c'est un peu pas de névrotique, pathologique. Faire monter plus haut, quoi. Faut monter l'énergie vers le haut. Pas toujours redescendre en bas, rester dans quelque chose de pulsionnel. Même si ça a ses avantages, ça a ses intérêts, mais c'est bien de faire circuler, en fait. Hein. Voilà. Alors, on va quand même commencer, je vais quand même commencer mon topo par ce que vous avez un peu cogité. Bon, là, je vous ai demandé de cogiter 30 secondes. Donc, brainstormer sur comment fait-on pour ne pas maintenir le désir sexuel. Alors, vous allez me donner 3 idées. Allez, hop, je vous fais passer le micro. Allez-y. Comment fait-on pour ne pas maintenir le désir sexuel? Alors nous, on avait dit ne plus communiquer, moins communiquer, se négliger. Se négliger, ça veut dire quoi? Tu veux dire quoi? Physiquement. Par exemple, moi, je ne me coiffe plus demain. J'arrête de me coiffer. Et puis, le troisième, c'était quoi? Souvent on dit les odeurs, les sous-vêtements, et trucs comme ça, c'est ça? Se négliger, ne plus s'apprêter. Voilà. Et le troisième, c'était quoi, on avait dit? Voilà, déjà. Hein, qu'est-ce que vous avez dit en troisième? On ne sait plus. On ne sait plus. La routine. Les habitudes, le regard vieux. Voilà, le vieux regard. Le vieux regard. Pas le vieux renard, c'est le vieux regard. Donc vous avez dit, la négligence, ne plus s'apprêter. Le premier, c'était quoi, je m'en rappelle? Ah oui, mal communiquer, ne pas communiquer sur le sujet. Oui, ça, c'est très dommageable. Oui. Alors, une bonne façon de ne pas réussir, c'est de se désynchroniser soir et matin. C'est-à-dire ? Par exemple, le nettoyage du maquillage, le lait hydratant, la crème, etc., prend 25 à 30 minutes. Pour les femmes, là, ou pour les hommes? L'un ou l'autre. Il suffit que... Ça dépend pour qui. Hein. Ça dépend pour qui. Le temps d'endormissement du conjoint, en général, est d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc ça, c'est pour le soir. Et le matin, il suffit que l'un se réveille traditionnellement avant l'autre parce que c'est son rythme naturel et qu'il a des occupations récurrentes. Et ça freine quand même sacrément les occasions de rencontre. Donc le temps, l'indisponibilité, les non-synchronicités, les non-temps disponibles, c'est ça? Ne pas se rendre disponible. Je suis entièrement raison avec le monsieur. Hein? Je donne entièrement raison au monsieur. C'est vrai que le soir, des fois... Ça dépend pour qui. Il y a des gens qui sont du soir, qui ont l'énergie du soir, d'autres qui ont l'énergie du matin, d'autres de l'après-midi. Donc ça dépend de nos besoins. En état de disponibilité, voilà. Oui, c'est ça. C'est vrai. Ok, ça on en parlera, la gestion du temps. Bon, tu veux dire ou pas dire? Autre idée. Autre idée, faites passer les idées. Alors le fait de ne pas être désirant de l'autre, l'autre ne sera pas désirant non plus. Il faut que ce soit réciproque. Ça c'est un postulat. Alors attends, répète le postulat de base, c'est si je ne désire pas l'autre. Si je ne désire pas l'autre, il ne me désire pas. Il va. Donc, tu vois, la conclusion, c'est si je ne désire pas, il ne me désire pas. Et c'est très, très fusionnel. Hein, et on est du même, tu vois. Et s'il ne me désire pas, je ne peux plus le désirer à mon tour. Tu vois, c'est un peu le postulat à l'envers. Et s'il ne me désire pas, j'aurais envie qu'il me désire pour sentir mon désir. C'est le machin comme ça qui va se mordre la queue.
Et ça veut dire que je vais faire dépendre mon excitation, mon désir, du désir de l'autre. Ce qui ne va pas être très sain à faire, tu vois. Parce que tu vas peut-être des fois attendre. Bah oui, tu vois que le postulat, il est très gémellaire. C'est-à-dire, tu attends que l'autre ait du désir pour en avoir. C'est-à-dire que tu le rends responsable. Pour avoir du désir, tu veux le rendre responsable. Ça, c'est des machins qui vont bloquer assez vite. Hein. Si tu m'entreprends, si je te vois désirant, ça va faire monter mon désir. Si je ne te vois pas désirant, je m'éteins par la peur de ne pas être désiré, par ta non-envie, tu vois. Voilà. C'est extrêmement psychologique, là. On n'est plus du tout dans des domaines physiologiques, tu vois. On est vraiment dans du psychologique pur. C'est vraiment du mental. C'est très fréquent. Je suis très contente que tu le pointes, parce qu'on va parler à un moment donné des situations de blocage. Ça fait partie des situations de blocage, hein, de faire dépendre de l'autre son excitation, son désir, son élan. Là, ça va vite. À un moment donné, tu vas voir, ça va pouf, pouf, pouf. Donc, il va falloir y remédier. Mais c'est classique, ce truc. Oui, autre chose, merci. Oui. Alors, je dirais avoir des enfants. Ah oui, les enfants. Pourquoi? Alors, dis-nous pourquoi les enfants empêchent de maintenir le désir sexuel. Alors, je ne sais pas s'ils empêchent tout le monde. Je vais prendre mon cas particulier. Vas-y. J'ai eu 3 enfants en 2 ans. Donc, on a été bien occupés, bien fatigués. Et on a eu un petit tunnel de quelques années où la priorité était à se reposer et les enfants. Oui. Alors, c'est temporaire, hein, c'est pas pour... Ok. Mais oui. Voilà, ça met un petit coup d'arrêt. Voilà. Donc, oui, il y a le côté, on est au service des enfants, au sacrifice. Voilà, il y a un temps pour les bébés, machin. Et donc, tu es un peu fatigué. Donc, le stress va influer sur la baisse de la libido et aussi le temps. La gestion du temps. Quelle heure? On est crevé. La priorité, ça va être de se reposer. Sauf certains qui... Alors, ça dépend sur qui, hein, parce que tu as des personnes qui ne vont jamais s'arrêter. Hein, les infatigables. Parce que la sexualité, ça les rebooste, en fait. C'est la ressource, avec un grand R. Donc, il y a des couples qui, de manière infatigable, vont utiliser la sexualité pour se détendre aussi. Parce que ça ramène au repos, au calme. Nous, on a choisi d'utiliser tout le temps disponible pour dormir. Oui, mais pourquoi pas. Enfin, je veux dire, après, tu vois, mais ça peut être un frein, effectivement, dans une certaine temporalité, ouais. Ok, merci. D'autres idées? Et j'en ai d'autres. Hein? En fait, je voulais rebondir sur ce qu'ont dit les 2 messieurs. Oui. Moi, je me disais, en fait, c'est... Alors, effectivement, le fait de se négliger, ça va jouer. La question de l'autre ne me désire pas aussi. Et je me disais, en fait, si soi-même, on ne se trouve pas désirable ou plus désirable, grave. Du coup, il y a une énergie qui retombe, finalement. Voilà. Donc, ça aussi, c'est vrai. Alors, pas désirable ou j'ai des défauts dans le corps. Je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez belle, je suis défectueux, je suis défectueux. Je suis pas à la hauteur. Oui, effectivement. La dévalorisation de soi, non exprimée, surtout, c'est souvent tenu secret, hein, c'est honteux. Je ne vais pas te dévoiler la cellulite que j'ai, qui, mon Dieu, fera que tu vas penser que je ne suis pas assez désirable, des trucs comme ça, tu vois. Et ça peut créer des dommages aussi, ouais, effectivement. Ok. Est-ce que vous avez d'autres idées sur ce qui empêche? Non, vous avez cité à peu près toutes les grandes idées. Les soucis, les tracas, le stress, les soucis, oui, les maladies aussi, tout ce qui est stress, hein. Les dépressions, toutes les problématiques liées au stress ou aux maladies, ça va influencer la libido, forcément, ça va faire... Parce que pendant que l'organisme est occupé à se réparer, il n'a pas l'énergie pour faire circuler avec un autre, sauf pour certains qui, je l'ai dit, utilisent la sexualité pour se remonter le moral, pour se rebooster, pour faire circuler l'énergie, pour leur santé, en fait, pour être anti-déprime, parce qu'on sait qu'il y a plein d'hormones anti-stress dans la sexualité quand ça marche, évidemment. Hein. Si ça bloque, ça ne va pas faire l'effet inverse. Mais il y en a qui l'utilisent comme un médicament aussi, hein, ou un truc soporifique. Donc, affaire à suivre. Je reprends... Attends, reprends, passe-lui le micro. Elle va contente.
Vas-y, si on t'entend pas. On est bien d'accord qu'on est basé sur une relation sur le long terme, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce que signifie le long terme? Ça, c'est à chacun de le définir. Mais je dirais simplement une relation basée uniquement, comme vous disiez, sur une attirance physique dans un premier temps, sans pour autant avoir pris le temps de se découvrir. Et puis, sur la longueur, on se rend compte qu'il y a une incompatibilité entre incompatibilité des valeurs ou de valeurs ou d'autres, qui fait qu'après, donc j'allais dire, on s'éloigne et on n'a plus forcément envie de s'unir physiquement. C'est ça. Oui, c'est la déception du prince charmant ou de la princesse charmante. D'un coup, au début, on projette, quand il y a un accordage, tu as raison, quand il y a un accordage sexuel, on s'imagine que tout va avec, tout suit. C'est complètement illusoire le truc, c'est projectif. Avec l'état amoureux, on peut tout imaginer. Hein. Et donc, on imagine que forcément, il check. Mais ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas parce que la sexualité va bien que tout suit. C'est un petit côté naïf, mais c'est bien de le valider, en fait. Voilà. Et oui, et au cours du temps, c'est vrai... C'est difficile de travailler ça. Si, tu peux le travailler en étant beaucoup plus consciente que au départ, quand il y a un accordage sexuel... arrête d'imaginer que tout va bien et que on l'a sur la beauté physique. Hein. Ça, c'est connu dans les normes, dans les normes aussi, dans les enquêtes de satisfaction. Quand j'imagine que quelqu'un est beau, je lui attribue d'office, je crois que c'est l'effet de halo, je lui attribue d'office un biais cognitif, qu'il est intelligent, qu'il a du pouvoir, qu'il a du charisme, qu'il est... alors ça se trouve, c'est complètement creux, tu vois, t'en sais rien, c'est un effet de halo. Ou quelqu'un qui est inconnu, qui est un acteur ou je sais pas quoi, tu t'imagines qu'il a plein de qualités derrière, mais en fait, peut-être pas du tout. Hein. Donc, voilà, mais c'est comme ça, sur le statut social, on sait que les gens qui ont le plus de la cote sur le marché, c'est ceux qui ont l'air, qui sont les plus... qui ont le plus tous les trucs de reconnaissance sociale, quoi, l'argent, le pouvoir, la beauté... Voilà, donc eux, on imagine qu'ils ont tout. C'est très projectif, en fait. C'est pour ça qu'après, le sachant, tu peux arrêter de te fourvoyer. Quand tu vois qu'il y a un accordage sexuel au départ, tu dis, chouette, j'en profite, mais tu ne te fais pas une histoire, tu te racontes, tu ne fais pas un récit derrière. Tu vérifies dans l'expérience qu'effectivement, ça check sur les valeurs, par exemple, tu vois. Au pile quotidien, parce que tu peux très bien t'entendre sexuellement, mais pour autant faire un quotidien avec, ça va être une catastrophe, t'en sais rien en fait. Bon, voilà, donc c'est à suivre. Bon, je reprends ce que vous avez dit, c'était intéressant. La communication, oui, la communication, ça va être, mais la communication authentique, ça va être de parler de la sexualité, votre rapport à la sexualité déjà en général. Comment vous vivez, c'est quoi vous et la sexualité, c'est quoi hein, question que vous pouvez vous poser entre vous. Et puis aller un peu plus précisément dans des questions plus précises sur la sexualité, c'est-à-dire comment j'aime bien le pré-contact, est-ce que j'aime les préliminaires, comment j'aime bien la question du désir, comment je sens mon désir, qu'est-ce qui m'aide à avoir du désir, comment j'aime être touchée dans le début du contact, comment j'aime être touchée au milieu de la séquence sexuelle, voilà, et après, donc vous avez pré-contact, pendant le plein contact et le post-contact, tout ça, ça doit être discuté, hein, qu'est-ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et en réciprocité, chacun discute à son tour et l'autre écoute sans s'interrompre. Donc ça, c'est des informations qui sont vraiment intéressantes parce que très souvent, les personnes ne savent même pas ce qu'elles aiment vraiment, comment elles aiment être touchées et de quelle manière le rythme, qu'est-ce qu'il y a, les endroits qui sont sensuels, les endroits qui le sont moins. Le temps, est-ce que ça, je sais pas, si tu me touches, tu me caresses comme ça, est-ce que j'aime bien que tu me caresses comme ça, ou plutôt comme ça, ou lentement, ou pendant 5 minutes, ou à peine, ou voilà. Donc, tout ça, ça doit être quand même nommé, et c'est pas facile de nommer parce qu'il faut se connaître. Il faut être consciente de qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on aime moins. Voilà, donc ça s'apprend. Alors, tu reprends le micro. J'ai vécu une expérience comme ça où la personne me mordait et ça m'est arrivé plusieurs fois.
de lui dire stop. Ouais, et je supporte pas qu'on me morde, quoi. T'as le droit. Oui, mais t'as le droit. Il y en a qui griffent, il y en a qui mordent, il y en a qui pensent que ça va te faire du bien, ou que ça va s'exciter, que ça fait partie du protocole de la bonne amante, tu sais, casual, machin. Ben oui, mais c'est bien de le dire. Ben non, c'est pas trop mon truc, quoi. Voilà, tu peux dire non, j'aime pas. Et je me suis rappelé quand j'étais petit, je mordais et mon père m'a toujours dit que quand un enfant mord, il faut le remordre aussitôt. Et je pense que j'ai dû être mordu. Je pense que j'ai dû être mordu par mon père quand j'avais mordu un enfant. Et ça, oui, ça t'a marqué. Je pense, oui. Donc du coup, mordre égale violent, quoi. Oui, c'est un exactement. machin qui fait mal, quoi. Je pense que c'est lié à ça. Oui, c'est pas terrible. J'ai analysé il n'y a pas longtemps. Mais j'ai mordu qu'une fois. Oui, bon, enfin, après, on a chacun nos préférences, hein. On a le droit d'aimer ça, de ne pas aimer ça, chacun ses goûts, ses couleurs. Mais c'est vrai que c'est bien de nommer, alors là, ce qu'on n'aime pas du tout, ce qu'on va vraiment rejeter, et puis de dire ce qu'on apprécie. Les deux sont intéressants aussi, de dire qu'est-ce qu'on aime, encore faut-il se connaître. Voilà, et de guider aussi. Ça peut être intéressant d'apprendre à guider, alors verbalement, ce qu'on appelle aussi le dirty talk. Ça existe, c'est-à-dire de nommer, de prendre la main, de mettre la main vers, parce qu'on peut on peut guider de manière verbale, mais surtout non verbale. Hein, on peut dire, ou en montrant une partie du corps qui a envie d'être touchée, ou en prenant la main pour la mettre à tel endroit. Donc il y a des compétences à acquérir pour rendre le rapport sexuel plus en adéquation avec qui vous êtes en fait. Hein. Plutôt que d'attendre de faire l'étoile de mer, ça se fait moins maintenant. C'était une époque comme ça. Mais non, les femmes sont plus proactives et donc elles ont plus tendance à dire ce qu'elles aiment, à montrer, à parler. Bon, les hommes aussi, mais pas tous. C'est des trucs qui s'apprennent parce que c'est des compétences, c'est du savoir-faire. C'est pas un truc qui s'invente. Donc voilà. Bon. Donc c'est bien des fois de prendre des cours là-dessus parce que apprendre à guider l'autre, ça peut être original et puis c'est plutôt sain parce que ça veut dire que vous apprenez à demander ce dont vous avez besoin plutôt que d'être toujours centré sur je vais satisfaire l'autre et en le satisfaisant, il va ou elle va me satisfaire. Ce qui n'est pas toujours gagné, l'histoire. Voilà. Il vaut mieux être plus en connexion avec vous plutôt que de vous pencher sur l'autre tout le temps en disant si l'autre est satisfait, c'est gagné, je vais être aimé, donc je dois être un bon amant, une bonne amante, et pour être un bon amant, je dois être performant et je dois faire ci, ça, mi, tel geste, telle attitude, machin, ça va lui plaire. Je suis sûre que ça va lui plaire. Alors après, vous sortez alors heureuse ou alors heureux, tu vois, et comme si c'était garant du succès de... Mais non, parce que vous êtes c'est peut-être pas en contact avec ce que vous aimez, en fait. Voilà, bon, bien gentil de satisfaire l'autre. Déjà, c'est pas garant que ça lui satisfait vraiment. S'il n'est pas vraiment au clair sur... si vous imaginez, vous projetez que ça va lui plaire, peut-être ça ne lui plaît pas. Et donc, c'est mieux de mettre tout ça au clair par la communication. La communication, hein, donc, voilà, une expression claire, des moments pas à chaud, mais peut-être à froid, où on parle de la sexualité, ça peut être pas mal. Donc ce qu'on appelle des débriefs ou des temps de communication sur la sexualité, de régulation. Vous avez dit, la communication, il y avait la négligence, oui, c'est sûr que bon... Alors, le temps de disponibilité, la négligence, ça va un peu avec. Hein, le temps de disponibilité, c'est prioriser, ça veut dire on est d'accord, tous les deux, pour prendre un temps pour ça, pour faire l'amour. Ça veut dire que ça passe, tu vois, s'il y a des enfants, il faut en discuter. Est-ce que, même si on est fatigué, est-ce que dans la semaine, on se met d'accord pour prendre un temps privilégié pour ça ou pas? Donc là, on descend dans quelque chose de différent que le postulat de base qui est la sexualité ne se déclare pas, c'est le désir qui l'emporte. On le fait que quand on a du désir. Alors là, avec les histoires d'enfants, de machin, de logistique, de boulot, tout ça, et moi je suis du soir et toi tu es du matin, des fois on peut attendre. Hein, tu vois. Où est le désir? Et quand tu es en vacances tous les deux, ça va, mais sinon... Voilà, donc ça risque d'être compliqué pour certains couples qui ne peuvent pas fonctionner avec cette affaire, avec ce postulat. Donc à un moment donné, il va falloir vous questionner sur est-ce que c'est une bonne idée de conserver ce postulat ou pas? Ou plutôt... Puisque effectivement, il l'a dit, hein, et si moi je suis pas, si je passe un quart d'heure parce que j'aime bien mon rituel du soir, à passer une demi-heure dans ma salle de bain, faire des tas de trucs et que l'autre s'endort, on va jamais se voir, quoi, à un moment donné.
Voilà. Donc il va falloir de nouveau discuter pour voir est-ce que c'est important de maintenir le désir sexuel, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour nous ou pas? Si ce n'est pas important et qu'on est deux à être d'accord, on laisse tomber l'affaire. Mais si c'est quelque chose d'important, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va le prioriser, on va le faire descendre dans l'agenda. Et on va le cadrer au niveau du temps. On va dire, voilà, on se débrouille pour tel jour, telle date, telle heure, on se met en réunion, et on y va, et voilà. Et on ne se pose pas 50 questions, et alors on va comme ça débloquer pas mal de situations tendues sur la question du désir. J'ai envie que l'autre ait envie, et quand l'autre a envie, j'ai envie. Si moi j'ai envie, ça me donne envie. Si moi j'ai... Bon, t'as des trucs comme ça. Bon, c'est très fusionnel. Alors ça marche le temps de la fusion, puis après ça peut ne plus marcher cette affaire. Donc le fait de se dire on obstrue, on exclut la question du désir, on ne s'intéresse pas à ce sujet, met ça de côté. Des fois, si on a du désir spontané, paf, bon, on continue. Mais si ceci est compliqué, on va s'organiser pour faire une réunion. D'accord ? Et là, on se met d'accord, on s'engage, les deux partenaires se mettent d'accord pour l'heure, la date, le moment, voilà. Et dans le cadre, pourquoi est-ce que ça marche? Ça marche parce que dans le cadre, il y a de la sécurité. Le cadre, c'est-à-dire, il y a un temps, comme en réunion, hein, vous avez un temps, vous y allez, vous êtes au boulot, vous n'avez pas le droit de vous barrer, en fait. Non, on vous attend. Donc, c'est un engagement. Il y a des règles. Donc, c'est la même chose. Et ce cadre va donner de la sécurité. Donc, ça ne fonctionne. Le problème, c'est qu'au niveau du boulot, les gens, ils viennent. Quand on leur dit, il y a une réunion, hop, on t'attend, là, tu sais, tu n'as pas le choix. Tu ne commences pas à te cogiter. Oui, mais moi, je n'ai pas le désir. Donc, j'y vais pas. Non, mais je le sens plus, là. Je le sentais. Ah, ben non, mais j'ai une urgence, là. Bon, on reporte. Ben non. Au boulot, tu ne vas pas commencer à te poser 50 questions. Hein. Tu vas y aller, tu y vas, point barre. Sinon, tu es viré. Donc, ou tu risques gros. Enfin, je ne sais pas si tu es viré. Ben, là, mais justement, le problème, c'est qu'il faut arrêter de penser que... Ça, c'est pour les situations bloquées. Hein. Et sinon, quand ça marche bien, continuez comme ça. Hein. Mais pour les situations bloquées, et pour arrêter de se prendre le chou sur le désir, la question du désir, et le refus de l'autre, hein, qui est je vais me faire rejeter, parce que si l'autre n'a pas envie souvent, toi, tu vas commencer à te dire il me rejette. Donc, tu as toutes les blessures du rejet qui réapparaissent derrière. Je ne suis pas assez désirable, il me rejette, je ne suis pas assez à la hauteur, oh, je suis peut-être moche, les autres sont plus jolis, lui, ils plaisent plus. D'ailleurs, je le vois draguer les autres, c'est que forcément, elles sont mieux que moi, et tati et tata, et la jalousie, et machin. Alors là, tu commences à... la grosse galère. Donc, des fois, ce n'est pas une bonne idée d'aller dans des plans comme ça. Il vaut mieux sortir de ce machin, ok, c'est pas grave, c'est comme au boulot, je m'en fous de la contrainte, mais le cadre, parce que le postulat, c'est que le cadre, ça sécurisé. Il faut que les deux partenaires s'engagent à voir les choses d'une autre manière. C'est-à-dire exclure la question du désir pour sortir d'une situation bloquée. Ça doit être la priorité, si tu veux, tu vois. Et on doit arrêter de se prendre la tête avec « mais non, dans la vie, il faut qu'il y ait du désir spontané, parce que c'est bien quand c'est spontané, revenons à l'authenticité. C'est vrai qu'au début, ça marchait comme ça, donc ça devrait continuer de marcher comme avant. » Non, c'est très naïf, ça. Déclencher. Alors, prends le micro. Déclencher. Laisser l'appétit venir. Non, mais je crois que ça va aller. Si, faut parler. Oui, si, parce que ça n'enregistre pas dans la caméra. J'allais dire déclencher, oui, le désir, c'est ça. Quand bien même le désir n'est pas présent, c'est pas déclencher. Je vais te donner. En se donnant rendez-vous. En se donnant rendez-vous. En se donnant rendez-vous. Et l'appétit vient en mangeant. Voilà, voilà, l'appétit. Et bien ça, c'est tout à fait vrai. Alors, un autre postulat aussi que je peux vous donner. Moins vous faites l'amour, moins vous avez envie. La libido en berne, c'est pas grave. L'appétit vient en mangeant. Donc ça ne veut pas dire que c'est fini pour vous. Hein. Ça ne veut pas dire que ça y est, au revoir, vous n'aurez plus jamais d'appétit sexuel. Non, non, pas du tout. C'est qu'il n'y a pas les conditions pour que ça se réveille. Elle est juste endormie. Mais vous placez les conditions pour qu'un bon amant, une bonne maîtresse, je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas, de la sensualité, n'importe quoi, hop, ça se réveille et hop, ça c'est... Voilà, et à n'importe quel âge. Donc c'est pas une histoire, vous angoissez pas avec ce machin de je suis flétrie comme une rose fanée, je n'ai plus de libido, c'est fini pour moi, mon Dieu, mon Dieu. Non,
C'est juste que c'est endormi. Et la princesse ou le prince a besoin d'être réveillé. Hein. Voilà, bon. Et ça peut marcher. Ouais. Je dirais qu'il y a d'autres avantages à la programmation. C'est qu'en fait, on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose à un moment donné, donc une certaine excitation. On a le temps d'y penser, de se dire... Ah oui, il y a ça aussi. Ouais, il y a ça. Et puis on a le temps de préparer les choses. Oui. On sait qu'il y a tel jour, telle heure, il faut être prêt. Alors on va mettre les bougies, on va faire ce qu'il faut. Donc ça change tout aussi. Oui. Hein. C'est pour ça que j'avais dit c'est lié à la négligence. Parce que c'est vrai que quand tu as un rendez-vous avec ton amant, regarde, quand tu as un rendez-vous avec ton amant et ta maîtresse quand tu es marié, tu as rendez-vous. Tu sais que tu vas faire l'amour avec ton amant. Tu ne dis pas on va aller parler des pâquerettes. Non. Tu sais que c'est un rendez-vous sensuel et sexuel. Donc tu te prépares effectivement. Donc tu te prépares physiquement, tu te prépares mentalement. Voilà, tu te donnes les moyens que ça se passe bien. Après, tu peux mettre l'ambiance, le décor, le machin, mais tu sais que, et ça va le faire d'ailleurs. Tu ne te poses pas la question du désir avec l'amant et la maîtresse. Non, tu sais que tu as un rendez-vous pour ça et c'est programmé pour ça. Tu vois, c'est quand même curieux. Alors qu'avec son mari ou sa femme, il faudrait que le désir soit naturel. Tu vois, c'est franchement. Ah oui. Donc, c'est intéressant de le voir comme ça. Et effectivement, il y a quelque chose de je m'apprête, j'ai rendez-vous, je m'apprête, c'est quelque chose qui est important. Que les deux, alors ça ne fonctionne, je le rappelle, ça ne peut fonctionner que si les deux sont d'accord sur cette perspective. S'il y en a un des deux qui dit on va programmer pour faire l'amour et l'autre il te sort. Oui, mais non, il faudrait que ce soit spontané, c'est des contraintes, ça me met la pression, il faut qu'on fasse l'amour. Ah merde, c'est l'heure, il faut le faire. Et là, si vous avez un partenaire comme ça, c'est mort. Ça veut dire qu'il n'est pas... il ne veut pas changer la donne. Moi, je sais, je l'ai vécu. Hein, donc, ça a freiné le processus du déblocage. Parce qu'il n'arrêtait pas de ramener son truc de ce postulat de base, qui est le plus commun. Il faudrait qu'il y ait du désir spontané, il ne faut pas se mettre la pression, on fait l'amour naturellement. Oui, tu fais l'amour naturellement avec tes amants et tes maîtresses, puisqu'il n'y a pas d'enjeu amoureux, il n'y a pas tout ce qu'on trouve dans le couple durable. Donc les gens sont beaucoup plus libres avec les amants et les maîtresses, il n'y a pas d'implication d'un amour... où on va faire un quotidien, etc. Donc évidemment que ça marche à côté. Bon. Mais c'est beaucoup plus compliqué pour les couples longue durée. Donc il faut tenir compte de ce truc. Donc les problèmes sont en général de sexualité bloquée ne sont pas tellement des problèmes physiologiques, majoritairement c'est des problèmes psychologiques. Donc les sexologues, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous les renvoient après, parce qu'en fait c'est plus du psychologique. Et dans les problématiques psychologiques, vous avez souvent... le truc que tu as dit, un qui se sent refusé, un qui a beaucoup plus de désir que l'autre qui se sent rejeté, qui commence à se trouver naze, tu vois, qui s'éteint, qui dit « oh là là, mais j'ai un problème, c'est moi qui ai un problème ». Et plus l'autre commence à s'éteindre et se dit, et prend sur lui pour dire « bon, attends, je vais attendre qu'il vienne vers moi ». Et moins l'autre, il vient vers, parce que l'autre, il se dit, celui qui sent qu'il y a une demande, il sent qu'il y a une pression de la demande, souvent c'est comme ça, hein, et il se dit, l'autre est demandeur, il attend des choses de moi, donc plus elle attend ou il attend, moins je vais lui fournir ce qu'elle attend puisqu'il exige, et donc comme je n'ai pas envie d'obéir à l'exigence, parce que quand j'étais petit, on me demandait plein de trucs et ça m'a saoulée, maintenant je ferai plus ce qu'on me demande nananaire, donc on rentre dans un système comme ça, vous voyez que c'est que psychologique. Elle me met la pression, ou il me met la pression parce qu'il y a de la demande, donc c'est même pas sûr qu'il y ait de la pression en plus, c'est vu comme de la pression, de l'exigence, c'est pas forcément vrai. L'autre se sent rejeté, et c'est le machin qui va commencer à se mordre. C'est des systèmes qui se mordent la queue et qui finissent en cacahuète, hein, je vous le dis. Hein. Donc là, quand c'est bloqué comme ça, il n'y a rien qui bouge. Les deux, ils sont figés, on n'y va plus parce qu'on se dit, il y a de l'anticipation, comme quoi ça va être la galère. Il y en a un qui va être demandeur, l'autre qui va se sentir rejeté, on dit rien, mais on n'en pense pas moins, on se dit à quelle heure on va y aller. Il faut que ce soit spontané. C'est pas spontané. Bon, alors on reste dans le lit, on se regarde. Bon, ou alors on évite. On finit par éviter d'aller ensemble au lit, ou il y en a un qui regarde son ordi jusqu'à pas d'heure. Le matin, l'autre il file. Enfin voilà, c'est toutes les stratégies d'évitement pour éviter de se retrouver confronté dans des situations bloquées où on va se dire, mince, il ne me désire plus, mon Dieu, pourtant je fais tout pour être un bon amant,
mais je ne suis pas à la hauteur, puis après il y a la jalousie, enfin tous ces trucs-là. Donc franchement, je vous déconseille de vous prendre les pieds là-dedans, parce que c'est que psychologique. Souvent, ce n'est pas organique. Et la facilité, ça va être vraiment de remettre que les deux partenaires soient d'accord pour lever, déconstruire ce système en programmant. Et quand on programme, donc il y a l'ambiance, bon d'accord, et après, on ne se prend pas le chou, c'est-à-dire qu'on met les corps l'un dans l'autre. Vous avez compris? Donc, ne vous énervez pas sur 3 tonnes de préliminaires. Vous pouvez, ça vous fait plaisir. Mais vous n'êtes même pas obligé. Pourquoi? Parce que, on le dit il y a un bouquin qui est sorti par un ami qui s'appelle Jacques Ferber, qui s'appelle L'amant tantrique, ou dans la sexualité tantrique, on le sait, c'est-à-dire il n'y a pas tellement besoin de faire des chichis fond-fond, en fait. Quand il y a 2 personnes qui ont de la tendresse et de l'affinité, je ne parle même pas d'un amour hyper profond, la tendresse et que ça circule entre nous, on met les corps ensemble, une pénétration pas trop d'excitation, plutôt douce, et ça, dans l'énergie sexuelle, ça se fait tout seul, en fait. Ça circule tout seul, en fait. Donc c'est même pas la peine d'aller s'énerver, de s'agiter, de faire 3 tonnes de trucs dans tous les sens pour montrer qu'on est un bon amant, et vas-y, les cunilingus, et les fellations, et les stylémies, et les machins, les démonstrations, et vas-y que j'en mets des tonnes. C'est même pas la peine de vous exciter là-dessus, c'est de l'agitation, parce qu'il y a de la peur, je dois bien faire pour que ça marche. Et donc là, vous êtes dans un système de performance, plus il y a de la pression, moins ça marche. Plus vous ramenez les machins, des déboires. Donc moins on se met la pression, plus on laisse faire l'énergie sexuelle. Les corps sont faits pour s'aimer, naturellement. Les corps sont faits pour faire l'amour. Donc je dis, il faut un minimum de tendresse quand même et d'affinité, aucun intérêt. Mais bon, avec un minimum de tendresse, d'affinité, les corps sont faits, et ça se fait en fait. Mais il faut ralentir, il faut moins d'excitation, moins d'agitation, moins de fantasmes dans tous les sens, et ça se fait naturellement. Mais si vous rajoutez beaucoup de mental et beaucoup d'émotionnel avec beaucoup de peur, ça ne se fait plus du tout naturellement, ça va bloquer. Donc les problèmes d'ailleurs d'érection qui ne se maintiennent pas, etc., souvent, c'est lié à la peur de ne pas être performant ou de ne pas durer assez longtemps. Donc, je ne vais pas être assez à la hauteur et donc du coup, ça fait pouf, quoi. Mais moins on se prend la tête avec le mental et plus ça circule. C'est compliqué. Bon, oui, enfin. C'est compliqué, oui. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est très mental. Parce qu'on veut bien faire, on veut satisfaire, on veut se satisfaire, on veut que ça marche et on veut satisfaire l'autre. Et on veut que notre sexualité soit épanouie. Tu vois, tout, on veut plein de choses. On se dit, il faut que ça marche, parce qu'une sexualité épanouie, c'est le ciment du couple. Bon, puis ça marchait au début, pourquoi ça continue? Il faudrait que ça continue. Alors, il faut, tu vois. Et comme j'ai dit, le désir, il fluctue, l'amour fluctue, tout fluctue sans cesse. Ça, c'est la loi de l'impermanence. Et nous, on lutte tout le temps contre. On se prend les pieds là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on se prend la tête avec ça? Puis après, ça bloque. Plus on veut, plus ça bloque, plus c'est un piège. Et plus le machin, il se mord la queue. Et après, c'est des cercles vicieux et vous retournez complètement comme ça, figé, en mode complètement bloqué. On se fait, tu vois, on dort en se tournant le dos. Il y en a qui se prennent même plus dans les bras tellement ça bloque, tu vois. Et puis souvent, on dit les gens qui sont mal baisés. Quand je termine, on dit souvent ceux qui sont mal baisés, ils sont frustrés. Et ils font la gueule, ils boudent, c'est vrai, les gens frustrés. Après, ça se répercute sur le boulot, sur machin, sur plein de trucs, sur les disputes. Donc, on peut tenir le discours comme quoi c'est important, cette sexualité épanouie. Mais en même temps, si tu en fais une affaire d'État, tu te pièges là-dedans. Tu vois ? Tu voulais dire un truc? Je t'ai coupé, moi j'étais partie sur mon truc. Attention, on va voter. Pas suivi le micro. Qu'est-ce que vous vouliez dire, mon cher? Il n'est pas suivi le micro. Je dis que les préliminaires, d'après vous, alors, oui, non, ça dépend. Là, je parlais des préliminaires pour les situations bloquées, que la sexualité énergétique, ça marche tout seul, à peu près, tu vois. Mais si ça ne vous empêche pas d'explorer des pans de la sexualité dite classique, la sexualité classique, c'est la sexualité orgasmique qu'on appelle la sexualité du sommet. Ça monte, on s'excite par les préliminaires ou par des fantasmes. Voilà, ça monte, hop, du sommet, parce que ça monte vers un sommet. Il y a un pic, l'orgasme, et après, ça retombe. D'accord ? Ça s'appelle l'orgasme du sommet. C'est la sexualité dite classique avec le protocole, un protocole séquencé qui est connu. Petit 1, le préliminaire, petit 2, la pénétration. Petit 3,
L'orgasme, là-haut, si jamais on devrait y arriver, quoi, c'est l'aboutissement ultime. Et petit 3, le repos, l'endormissement, le retour à l'homéostasie, dodo, le repos du guerrier ou de la guerrière, d'accord? Avec les histoires de on va remettre le couvert avec la femme fontaine, enfin bon, tout ce que vous connaissez. Bon, ça c'est la sexualité dite classique, d'accord? Elle est classique, elle est protocolée, petit 1, petit 2, petit 3, il y a la fin, il y a le début, il y a le machin. Bon. Ok, mais ça ne vous empêche pas d'explorer ça, hein, il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que vous n'êtes pas obligé de rester tourner toujours dans les trucs connus. Vous pouvez sortir un peu des sentiers battus et trouver d'autres formes de sexualité. Celle-là, elle s'appelle la sexualité méditative ou le slow sex, ou encore appelée la sexualité où on va chercher l'orgasme de la vallée. C'est d'autres mots pour dire autre chose, mais c'est beaucoup plus lent. Et on cherche plutôt à se départir du mental et de l'émotionnel pour aller rester longtemps, faire l'amour avec un homme qui a une érection qui n'est pas trop, tu vois, qui est pas, parce que s'il éjacule, c'est mort, il faut rester longtemps. Donc ça veut dire qu'on va chercher ça, on va chercher pas ça, on va chercher à ce qui reste comme ça, tu vois, sur des petites vagues en fait, qui se maintiennent sans éjaculer, sans avoir un orgasme. Et là, alors, pour ce type de sexualité qui est différente, on cherche à ce qu'on n'ait pas d'objectif. On ne cherche pas l'orgasme. Dans la sexualité classique, vous cherchez l'orgasme. Vous cherchez à aboutir. Vous allez vous exciter pour aller chercher quelque chose, l'extase, l'orgasme, machin, pour ensuite aller à la redescente. Mais en fait, vous cherchez quelque chose. Vous cherchez à plaire, à satisfaire, à faire quelque chose, à faire des tas de trucs pour que ça marche, en fait. Dans la sexualité tantrique ou la sexualité du slow sex, on ne cherche pas quelque chose. On arrête de chercher. On ne cherche rien. C'est parce qu'on n'a pas d'attente. On met les corps ensemble et on laisse faire. Et on voit ce qui se passe. Donc évidemment, c'est ce que l'on fait en méditation. En méditation, vous n'avez pas d'objectif, si ce n'est d'observer ce qui se passe. Mais de ne pas vous accrocher à une pensée, ni à une émotion, ni à une sensation. Et voilà, c'est pareil. C'est le même truc. On ne cherche pas à aller aboutir à quelque chose, parce que le problème de quand vous cherchez à aller vers quelque chose, à avoir un objectif à atteindre, quand vous l'atteignez, vous êtes content, mais quand vous ne l'atteignez pas, vous faites la gueule. Vous êtes insatisfait. Et parfois, vous n'allez pas toujours l'atteindre, ça ne va pas être toujours génial, parce que ça ne peut pas être toujours topissime, la sexualité. Même quand c'est trop mécanique, c'est un peu ennuyeux, quoi. Donc, dans le slow sex, vous allez trouver une autre forme de sexualité plus méditative où on ne cherche pas quelque chose. Donc, la surprise vient, c'est plus énergétique, c'est plus intériorisé, en fait. Et en général, les femmes sont beaucoup plus comblées par ce genre de sexualité que la sexualité dite l'orgasme du sommet, là, crac, 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 boum, 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 et hop, poum, plus rien. Bon. À tester, hein, ça on le trouve dans les clés des rapports qui ne sont pas des rapports où on décharge l'attention, parce que c'est ça, attends, je te laisse la parole là juste après, mais dans la sexualité de l'orgasme du sommet, en fait, on cherche à décharger un trop plein de tension, comme un peu on fait du sport, en fait. Enfin, c'est souvent un peu le cas. Et puis, souvent, pour les hommes, s'ils éjaculent trop, ça peut être fatigant pour eux. Même dans le Tao, on leur dit que ce n'est pas très bon d'éjaculer toutes les 5 minutes. Hein. Il faut qu'ils préservent leur énergie vitale en éjaculant le moins possible. Donc, ça dépend... après, moi, je sais pas. Il y en a pour qui ça marche bien, voilà. Mais les bénéfices sont temporaires, parce que dans l'orgasme du sommet, bon, ok, vous avez eu une extase, vous êtes là-haut, montez au plafond, et puis après, on so what, quoi. Après, bon, c'est vrai. Même que des fois, vous avez des amants ou des maîtresses qui commencent à raconter des tas de trucs qui n'ont rien à voir avec le rapport sexuel. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'amour. Ils commencent à vous parler de leur boulot, de leur machin. Qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait, c'est pas le moment. Dans le slow sex, on laisse résonner, même après. Il y a un post-contact. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je sais pas, il y a sexe-cœur qui se met en route, quoi. On s'accorde aussi au niveau des cœurs, c'est lent, quoi. On n'est pas là juste boum boum et après terminé. Donc on ne va pas commencer à parler de trucs sportifs, de résolution de problèmes, je sais pas quoi. On laisse résonner ce qui s'est passé pendant, après. Enfin, je sais pas, les bons amants, les bonnes amantes, elles font ça, quoi. Sinon c'est un peu, bref, on a compris. Donc, dans cette type, et après je te laisse parler, dans ce slow sex,
On travaille beaucoup plus sur la respiration ventrale, sur la détente. On travaille sur pas les crispations, on travaille sur... on inverse la respiration. Au lieu d'être dans une respiration thoracique, là où on cherche, on se détend en fait. On ramène de la détente. Et c'est cet orgasme qui est beaucoup plus profond, qu'on appelle l'orgasme de la vallée, qui se produit dans la détente et la relaxation. On travaille avec le nerf vague. Aujourd'hui, il y a beaucoup de théories sur le... Enfin, il y a beaucoup de choses qui apparaissent sur le nerf vague. On fait travailler le nerf vague. Hein, et pas espèce de truc, l'orthosympathique, où on cherche, on force pour aboutir à quelque chose. Donc, on cherche l'excitation et la détente, et pas l'excitation et la tension. Vous voyez, c'est quand même un système qui est inversé dans le slow sex, qu'on ne trouve pas dans l'orgasme classique. Voilà. Mais c'est bien de connaître... tout est intéressant à pratiquer, je ne dis pas qu'il faut faire ça ou ça, mais c'est bien d'explorer, en fait, pour avoir des options. Voilà, parce qu'un coup, vous pouvez faire ça, un coup, vous pouvez faire ça. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Oui, on pourra aller plus loin que le slow sex quand on a une ou un partenaire qui est adepte du no-sex. No-sex, c'est-à-dire asexuel. Par exemple. C'est encore une autre problématique. Oui, bah, y a des personnes qui sont asexuelles, c'est-à-dire qui ne s'y intéressent pas. Alors, moi, ce que j'en pense, de deux choses l'une. Soit c'est... là, tu me parles d'une femme en plus, non? Une femme ou un homme, on s'en fout. Ouais, bon. Alors, je vais parler plutôt des femmes. Souvent, les femmes qui sont c'est pas une généralité, ça dépend. Hein. Il y en a qui sont asexuelles parce que voilà, les goûts, les couleurs, t'en as qui n'aiment pas et qui n'aimeront jamais, comme t'aimes le chocolat, d'autres qui n'aiment pas le chocolat. Très bien. Donc, mais après, tu as des femmes qui n'ont pas été révélées par un bon amant. Un bon amant et un bon amoureux. Enfin, un bon amant, c'est quelqu'un qui personnalise, un bon amant, c'est aussi qui est en lien, qui est en accordage. Et c'est pas juste je te prends, je te saute, je te retourne et hop, au revoir. Hein. C'est pas ça. C'est vraiment, il est vraiment en contact, en connexion avec ton être. Tu vois. Et là, il y en a qui savent faire en fait. Hein. Bon, alors soit elle n'a pas été révélée, parce que si tu as eu qu'une personne, un mari, et qu'il n'était pas très doué, tu ne connais pas grand-chose du monde en fait. Ni la sensualité, tu n'as pas été exploré, donc tu ne connais pas grand-chose. Donc du coup, tu n'es pas révélé parce que tu ne sais pas que ça existe en fait, par ignorance. Mais tu peux aussi être asexuel, parce que ce n'est pas tes goûts, ce n'est pas tes couleurs. Le problème, c'est que deux asexuels ensemble, tout va bien, hein. Ils peuvent être romantiques, mais un asexuel avec un sexuel, c'est assez moyen dans la compatibilité, tu vois. Alors, là, il va y avoir une question qui va se poser. Soit tu lui fais découvrir, ça c'est souvent ce que je donne comme piste, faites des stages de tantra ou des stages de massage ou des trucs autour de la sensualité pour voir si ça peut ramener l'asexuel vers le côté sensuel sexuel. Mais sensuel, parce que sensuel, c'est au-delà du purement génital. Histoire de découvrir quelque chose de neuf, d'accord? Soit, et tu peux tenter le coup, hein, tu risques rien, soit l'asexuel, ça va lui dire « Oh, c'est super, hein, la sensualité, trop bien et tout, je ne connaissais pas, tiens, on me touche, tu vois, je ferme les yeux, le bout des doigts, c'est génial, j'ai une extase, c'est sublime, hein, tu n'as pas besoin de faire que des trucs génitaux pour aller dans le sublime. Hein. Donc tu peux faire découvrir des choses comme ça. Et si tout ce que tu as essayé ne marche pas, pose-toi des questions sur la compatibilité. Est-ce que c'est important pour moi? Est-ce que c'est un fondamental pour moi, la sexualité, ou pas? Moi, à mon avis, tu ne te changes pas. Hein. Si tu es une crêpe, tu resteras une crêpe. Hein. Si tu es un gâteau au fromage, tu resteras un gâteau au fromage. Donc, ce n'est pas la peine de te transformer en gâteau au fromage si tu es une crêpe. Donc, autrement dit, assume... si c'est un fondamental pour toi, la sexualité, et qu'avec ce partenaire que tu aimes beaucoup par ailleurs, qui est asexuel et qui n'arrive pas à aimer la sensualité ou à découvrir quelque chose de bon là-dedans, je dirais, assume et lâche l'affaire. Merci de laisser tomber vos portables. Ou toi, renonce à la sexualité, tu vois. Soit tu renonces, mais si tu renonces, t'assumes. C'est OK. Tu ne fais pas un caca nerveux. Ou alors vous partez dans un modèle de sexualité ouverte où vous dites, bon, on ouvre le couple. Enfin, il faut trouver des idées. Mais à un moment donné, si tu souffres trop, c'est à toi de te questionner sur le sujet. Il n'y a pas de solution miracle là-dedans. Hein. Mais bon, la question a été bien posée. Oui. Et des fois, c'est triste, parce qu'il peut y avoir des relations qui s'arrêtent et qui sont des très belles relations, mais parce que c'est décalé au niveau des goûts, tu vois.
Des valeurs, ça fait partie des valeurs. Hein. Est-ce que j'aime vraiment la sexualité? Moi, c'est important, toi, c'est pas important. Bon, moi, ce que je dis, faites quand même découvrir. Beaucoup de gens, par ignorance, ne connaissent pas le slow sex, ne travaillent pas la sensualité. Il y a des endroits où on fait travailler sur la sensualité. Enfin, ce week-end, moi, j'animais un stage de spécial célibataire avec ma copine qui, elle fait que ça toute l'année, des stages sur la sensualité. Donc, voilà, ça s'apprend, ça se développe, ça se goûte. C'est quelque chose qui on l'a beaucoup avec le massage. Hein. Les gens qui sont dans le massage, ils sont beaucoup plus sensuels, les artistes sont beaucoup plus sensuels. En fait, c'est une compétence. C'est pas un truc comme ça, quoi. Voilà. Et donc c'est bien d'explorer des choses que vous connaissez pas. Restez pas ignorants. Alors. Bon, je vais continuer à donner mes petits conseils pour maintenir le désir. Donc, j'ai dit la communication, on l'a dit tout à l'heure. Ah oui, est-ce que quand vous faites l'amour, vous regardez l'autre ou pas? Ça, tiens, c'est une question aussi pour maintenir le désir. Bonne question, que je te la pose, celle-là. Alors, c'est du... Oui, le micro. Passez où le micro, là? C'est toi qui l'as, donc remets-lui le micro dans la main. Oui, donc bonne question. Pourquoi est-ce une bonne question? Faut-il regarder l'autre ou pas? De vous regarder et de se regarder, c'est qu'on est attirés tous les deux. Mais on est en connexion. S'il y en a un qui ferme les yeux et peut penser à autre chose, tout un état avec vous. Oui, déjà, c'est sûr qu'il pense à autre chose parce qu'il y a le fantasme. Voilà. Alors déjà, si on est connecté par le regard, en général, le cœur, le regard, quand on est connecté par le regard, il y a un agrandissement de la connexion. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Parce qu'on ne se lâche pas, en fait. On est en présence l'un de l'autre, d'être à être. D'accord. Donc, en général, c'est plus beau. Et on est vraiment là. On est vraiment dans une vraie présence. Après, je ne suis pas dans les machins dogmatiques. Si, souvent, les gens qui ferment les yeux, ils rentrent à l'intérieur des sensations aussi. Parce qu'il y en a, s'ils te regardent comme ça, ils sont dans les commentaires, et tu sais, ils sont là, ils se perdent dans l'autre, dans les commentaires. Est-ce que je lui plais? Elle fait un sourire, ça va. Elle ne fait pas un sourire, c'est qu'elle ne crie pas, elle n'est pas hystérique, elle ne fait pas des... Ah, c'est que ça ne va pas, je dois faire un truc pas bien. Bon, bref. Donc... ça peut être anxiogène ou ça peut créer des commentaires mentaux, des évaluations, d'être dans le regard de l'autre. Donc ça, c'est aussi une habitude à être connecté par le regard sans forcément commenter 3 tonnes de trucs. Juste la présence, la connexion, d'être à être, cœur à cœur, être à être. D'accord. Ensuite, effectivement, ceux qui ferment les yeux tout le temps, ils plongent dans leur fantasme. Mais pourquoi ils plongent dans leur fantasme? Parce que le fantasme est un support pour aller vers l'orgasme. C'est pas idiot. Oui. C'est un support, c'est un soutien, mais parce qu'ils cherchent l'orgasme, d'accord? Donc on voit... Alors c'est une manière d'être, c'est un non-savoir. C'est une habitude parce que, d'un commun accord, les gens fantasment. Dans la sexualité, le commun des mortels va fantasmer, il va utiliser le fantasme comme support pour aller vers l'orgasme. C'est d'un basique... et même j'avais fait tout un travail sur les fantasmes, j'avais même fait un séminaire sur les fantasmes où on voyait quel fantasme avait chacun, enfin, tu vois, dans un groupe, on demandait c'était quoi ton... Et on faisait mettre en scène les fantasmes, et en fait c'est que du psychologique, c'est des histoires familiales, c'est des traumatismes, c'est des trucs invraisemblables. Tous les fantasmes parlent de soi en fait. Enfin bon, ça c'est un autre travail, peu importe. Dans la sexualité classique, on utilise le fantasme pour aller vers... pour s'exciter, donc monter dans la tension. On ne va pas relaxer, on cherche la tension, hein. On cherche l'excitation. C'est une habitude. Alors moi je dis pourquoi pas. C'est juste qu'il y a quand même, tu vérifieras quand même par toi-même que quand il y a de la connexion par le regard, il y a plus de dimensions, je dirais, plus de connexion cœur à cœur. C'est peut-être moins sexe, c'est moins sexuel pur, tu vois, parce qu'il y a moins ce truc du fantasme, mais il y a plus de connexion. C'est plus romantique, on va dire. Et en général, quand vous faites monter du sexe vers le cœur, ça peut monter plus haut. Ça a une chance ou deux de monter plus haut, vers le ciel. Parce que le but ultime, c'est de faire remonter l'énergie du bas vers le haut. Et de faire remonter du haut vers le bas. Enfin, on fait circuler du bas vers... Ça, c'est la sexualité spirituelle. Hein. Sexualité sacrée, on ne reste pas en bas de la ceinture. Ça peut être un peu passionnel. Mais je vous ai dit, hein, bonjour les coups bas, bonjour la violence, bonjour l'état de manque, la galère, quoi. Donc faites remonter, redescendre. Là, vous avez plus de chances d'avoir quelque chose qui est plus ouvert, d'aller dans des espaces qui sont plus ouverts et qui sont plus connectés. Qu'on va chercher quand même le véritable amour, qui est un amour qui est plus
ouvert et spacieux, plus profond, et qui est moins juste je te possède, tu me possèdes, cric-crac, nous jouissons, nous sommes dans l'extase, et ça s'arrête là, tu vois. Il y a quelque chose de plus, de chercher qui est plus grand, d'aller vers une porte mystique même. Avec la sexualité, ça peut être une porte vers le mystique, hein. Ça peut, pas toujours, mais c'est une possibilité d'aller vers le mystique. À deux. Alors, je ne sais plus ce que je disais. Oui, je disais, est-ce que je regarde l'autre? Donc, vous pouvez tester et demander à votre partenaire préféré de rester connecté par le regard. Ça peut le surprendre, mais ça peut être intéressant d'explorer ça et de se dire, pendant tout le rapport, on va se regarder avant, pendant, après. Voilà. Bon, après, de temps en temps, si de temps en temps il ferme les yeux, c'est pas dramatique, hein, mais quand même, dans la majorité du temps, de dire, on va rester connecté par le regard, on va voir ce que ça fait de différent, et après, vous faites un débrief. À la fin, faites-moi le plaisir de faire un débrief sur alors, c'était comment pour toi? C'était difficile, parce qu'il y a des gens, ils ont du mal à regarder l'autre. Hein. Ils sentent tout de suite que c'est intrusif ou c'est trop pour eux. Donc, c'est bien qu'il y ait un débrief derrière pour voir comment ça a été vécu. Il faut refaire l'expérience plusieurs fois, parce que le regard, dans le regard, il y a beaucoup de choses qui passent, en fait. Oui. Bah oui, oui. Et là, on est dans... Je rappelle que la sexualité, c'est quand même l'amour. Faire l'amour, on ne fait pas juste du sexuel pur, mécanique, tu vois. Donc c'est quand même, on essaye d'inviter l'amour au rendez-vous quand même, hein. Tant qu'à faire. Voilà. Quand vous regardez l'autre aussi, oui, j'ai dit attention à pas trop partir dans le mental du style est-ce que je le satisfais, je ne le satisfais pas. N'ayez pas l'objectif de faire jouir l'autre. Quand vous avez l'objectif d'aller à l'orgasme et de faire jouir l'autre, ça y est, vous partez, vous vous déconnectez de vous. Donc c'est important, ça je vous le dis, hein, de rester connecté à vous tout en étant connecté à soi. C'est-à-dire connecté à soi, ça veut dire d'être connecté à son plaisir, à son désir, à ses sensations, et pas simplement connecté à l'autre pour faire plaisir ou pour aboutir à son orgasme. Il y a beaucoup de croyances autour de « je dois faire plaisir à mon partenaire ». À mon partenaire, s'il est satisfait, tout ira bien pour moi. Donc lâchez un peu ces affaires parce que c'est assez malsain. Et soyez connecté à l'autre tout en étant connecté à vous. Le postulat inversé, c'est chacun est responsable de son désir et de son plaisir. J'utilise l'autre, alors je vais aller au bout de mon argument. Chacun s'utilise, c'est comme ça que ça se passe, de toute façon, que vous le vouliez ou non, hein, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce truc, parce que c'est contradictoire avec les idées de l'amour, mais chacun utilise l'autre dans la sexualité pour aller vers son plaisir. C'est beaucoup plus sain comme ça. Hein. Donc c'est plus pragmatique, c'est moins joli, moins esthétique, moins poétique, mais au moins ça donne moins de dégâts de je dois satisfaire, je dois être un bon amant, je dois faire plaisir, et moi je passe après. Non. Plus vous êtes responsable de votre plaisir, plus, comme tu as dit tout à l'heure, plus tu te sens excité, plus l'autre sent, ça se transmet. Et du coup, plus voilà, ton excitation crée la sienne. En général, ça marche aussi comme ça dans les deux sens. Donc ça peut être pas mal de vous sentir responsable. Ah, oui, alors sur les habitudes, la routine, parce que vous allez me dire, on n'a pas traité les histoires du désir sexuel qui ne se maintient pas par les habitudes et la routine. Ça, c'est le classique, on va toujours dire, oui, mais il y a la routine. Bon. Donc ça, c'est important. Comment faire pour lutter contre ces histoires d'habitudes et de routine? Donc on a déjà dit, prioriser, en parler, mettre un agenda et se dire on est d'accord pour. Et on s'engage et on garde ce temps, d'accord? On ne fait pas genre, on s'en va. Bon, ça, c'était petit 1. Et petit 2, le problème, c'est notre mémoire. On fait du vieux. C'est-à-dire que quand on a le même partenaire, on peut approfondir une sexualité. Donc c'est plutôt sympa parce qu'on se sécurise l'un l'autre et on va approfondir. Si vous changez de partenaire toutes les 5 minutes, ok, il y a une forme de liberté, d'excitation du neuf, mais vous approfondissez pas. Et puis, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de se sentir en sécurité pour faire grandir l'amour, pour se laisser aller, pour s'abandonner. D'accord ? L'orgasme, c'est s'abandonner. Donc, si je ne suis pas en sécurité, je fais juste du mécanique, mais bon, je sors de là, je ne suis pas modifiée.
D'accord ? Donc ça peut être important d'approfondir avec un partenaire. On le dit souvent dans la sexualité tantrique ou dans le slow sex, gardez votre partenaire et entraînez-vous avec lui tout le temps. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Dans les stages de slow sex, vous avez des consignes, un guidage et des exercices à faire dans la chambre et il faut pratiquer. Et on ne vous lâche pas, hein. Enfin, on ne vous lâche pas. Vous revenez et vous débriefez. Enfin, vous lâche quand vous êtes dans la chambre. Mais après, vous revenez, les couples reviennent et enfin, il y a du boulot, quoi. Enfin, il y a de la pratique, c'est pas juste... Parce que faire l'amour, c'est un art, ça s'apprend. C'est des compétences à acquérir. Ben oui, c'est pas un truc comme ça, c'est pas inné, quoi. Donc, pourquoi il y a des bons amants et d'autres qui sont nuls? Parce que ça s'apprend, ça se développe, c'est un art, il faut pratiquer aussi. Plus on pratique, c'est comme un musicien, plus il pratique, plus il est bon, moins il pratique, plus il est nul. Il y a des dons de base aussi. Hein? Il y a des dons de base. Des ondes de base? Des dons. Des dons de base. C'est comme pour tout. Oui, oui, oui. Alors, sur les quoi? Des gens qui ont la base? Qui ont? Je n'ai pas compris. Des aptitudes. Ah, des aptitudes de base, oui. Oui, il y a des dons. Oui, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, comme oui, comme dans la musique. Il y a des gens, des musiciens qui ont des dons. Oui, il y a des personnes. Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Il y a des artistes qui sont déjà artistes avant de. Oui, tout à fait. Après, le problème, c'est qu'il y en a, ils ne sont pas très doués, quoi. Il y en a beaucoup qui sont. On va dire qu'il y a une majorité qui ne sont pas doués et qui manquent de formation, qui manquent de pratique et surtout de formation. Et qui ne connaissent pas, c'est par ignorance, je pense. Hein. Ils n'ont pas acquis ils n'ont pas travaillé sur la sensualité. Et bien justement, d'aller dans tout ce qui est sexualité, les massages, les formations massage, où on apprend à toucher, tout ce qui est sensualité, où on explore la sensualité, comme les stages de tantra, où on explore la sensualité, le massage cachemérien, où on travaille sur la sexualité à travers le massage, voilà, le massage sensuel. Enfin, il y a plein de... Le tantra, on travaille beaucoup sur la sensualité, la danse extatique aussi, l'extatique danse. Il y a plein d'espaces, il y a plein d'endroits dans le développement personnel où vous allez apprendre à travailler sur la sensualité, c'est-à-dire à goûter la sensualité, sans forcément passer par la génitalité. Et sans vous marier avec quelqu'un. Il n'y a pas d'implication émotionnelle. Vous faites ce qu'on appelle une structure. Vous faites un exercice avec quelqu'un. Avant, il n'y a rien, après, il n'y a rien. Même si tu as fait un truc extraordinaire où tu as l'impression que tu as vécu une histoire merveilleuse, magnifique avec quelqu'un, 2 minutes après, chacun repart. C'était juste l'espace d'une danse ou d'un massage ou d'un moment, et voilà, au revoir. Tu vois, donc c'est intéressant de t'explorer, de goûter à la sensualité sans passer forcément par l'émotionnel, les enjeux du couple, les enjeux de la relation, vais-je le perdre, pas le perdre, si je fais ça c'est bien, il va aimer, si je ne fais pas ça, il ne va pas aimer. Donc on est beaucoup plus libre d'explorer la sensualité dans des endroits faits pour ça, on va dire. On place les conditions pour que vous puissiez, avec des guidages, où vous puissiez explorer la sensualité et la sexualité. Alors, la sexualité, c'est mieux pour la pénétration d'avoir un partenaire que vous aimez quand même, hein, évidemment. C'est plus simple. Alors, qu'est-ce que j'étais en train... Ah oui, la mémoire du vieux, ça c'est les habitudes, on était sur les habitudes, la routine. Donc le problème c'est notre mémoire, c'est la mémoire. C'est-à-dire qu'on a vécu des expériences des fois qui ne sont pas mirifiques avec le même partenaire. Des fois c'est génial, on s'y accroche, on veut y retourner, mais quand c'est moyen, on commence à se dire bof, c'est moyen avec lui, bon je l'aime beaucoup, mais c'est pas terrible. Donc il y a une mémoire qui se crée, il y a une projection sur l'autre. On commence à savoir que l'autre aime ça, il n'aime pas ça. On fait plus de neuf, quoi. On fait du vieux. Ça, on ne peut pas s'en empêcher. On n'est pas libre à cet endroit-là. On fait tous ça. Hein. On a tous des mémoires de ce partenaire, de ce qu'on sait, ce qu'on a projeté sur lui, ce qu'on a vécu avec lui. Et voilà. Alors la communication, c'est bien, ça ne va pas tout régler. Donc, comment faire du neuf sur du vieux? Alors là, c'est compliqué. C'est la bonne question. Ben oui, mais c'est la question du soir. C'est la vraie question. C'est une question, déjà, prenez conscience que vous faites du vieux. C'est-à-dire, vous ramenez vos souvenirs, vous ramenez de la mémoire expérientielle souvent, la mémoire sensitive, pas forcément une mémoire cognitive. C'est-à-dire, c'est pas forcément je sais que il est comme ça, elle est comme ça. Il y a plus que de la pensée, il y a de l'expérience qui fait que vous allez projeter quelque chose. Donc, vous ne faites plus du neuf. Et ça, c'est un problème. Donc, une des clés du tantra, hein, souvent on dit ramenez un regard neuf. Faites comme si c'était la première fois que vous voyez cette femme ou cet homme. Vous ouvrez les yeux le matin, vous ne l'avez jamais vu.
Voilà, elle dort avec vous toutes les nuits, ça fait 10 ans que vous la connaissez. Ben, c'est parce qu'il faut faire abstraction du vieux. Mais ça c'est une... Attends, je te laisse parler. C'est une... Ouais. C'est une ligne directrice. C'est extrêmement compliqué d'être libre à cet endroit-là, parce que même si tu te donnes la directive, tu te dis dans ta tête, je vais faire du neuf, j'ouvre les yeux, je le regarde comme si c'est la première fois, tu peux faire comme si c'est la dernière fois. Des fois, c'est plus fort sur la dernière fois. Il va mourir dans 10 minutes, je ne le reverrai plus jamais. Vous êtes charmante. Ça crée l'intensité. Pourquoi est-ce que tu as de la routine et des habitudes? Parce que tu ne te dis pas qu'il va mourir dans 2 minutes. Tu te dis qu'il va rester là ad vitam aeternam. Donc évidemment, tu as de la sécurité, mais tu n'as plus d'intensité puisque tu es en sécurité. Et l'inverse de l'état amoureux se fabrique à partir de l'insécurité. L'état amoureux ne se fabrique pas du tout à partir de la sécurité. C'est mort, votre histoire. Donc déjà, vous allez à contre-courant. Donc en plus, si vous ne mettez pas un regard neuf, c'est cuit de chez cuit. Vous aurez que de la routine, de la lassitude, et vous ne pouvez pas maintenir le désir. C'est pas possible, ça. Ça va fluctuer, mais c'est pas grave si ça fluctue. À la limite, on peut s'en foutre. C'est pas le souci. Mais si vous voulez vous faciliter la vie, prenez conscience que déjà, vous n'avez pas un œil neuf. Vous faites de la mémoire du vieux. Et prenez déjà la direction. Donnez-vous la consigne. Je le regarde comme si c'est la première fois. Déjà, vous voyez si ça change dans l'expérience quelque chose. Des fois, ça change un petit iota. Mais vous avez le vieux qui va revenir. Oui, mais je sais que le petit moi jacasseur. Oui, mais je sais qu'il ne va pas aimer ça. Et puis ça, là, quand je commence à faire tel préliminaire, il me refuse. Et donc, oh là là, ça y est, ça repart. Marseille, ça repart comme avant. Bon. Donc, comment faire du neuf quand il y a des choses qui se sont mises en place? Et ben, parfois, continuer d'inviter, je fais comme si c'était vraiment la première fois, je me laisse surprendre et je cause moins avec ma tête. Je ne m'identifie pas à ce que je me raconte tant que ça. C'est souvent des histoires qu'on se raconte. Oui, mais ça, il ne va pas aimer, je le sais, parce que ça fait 10 fois qu'il me rejette, parce que nanana, donc... Bon, allez, stop. Hop. Allez, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on aime, parce que c'est ça, sentir le désir, et comme les enfants, on a un désir, on fait ce qu'on... On y va. On a envie d'un truc, on y va. On verra si on se fait têche ou pas. Mais au moins, on fait ce qu'on aime. C'est comme ça, être responsable de son plaisir, c'est... On sent le désir, on va vers son plaisir, à soi. Et l'autre, il fait pareil, en face, en même temps. Chacun fait ce qu'il veut avec le corps de l'autre, d'accord? Donc il y a déjà... Mais ça, c'est pas le show sexe, c'est encore autre chose. Ça, c'est vraiment plus pour débloquer des espèces de mémoires. Oui, mais si je fais ça, gna, 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 et si je dis ça, gna, gna, gna. Bon, alors, tous les gna, 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 il faut les virer un peu en reprenant votre élan neuf comme si c'était un nouvel amant. Vous ne l'avez jamais vu, en fait. Voilà. C'est une direction très difficile parce qu'on a une mémoire. Donc la mémoire, elle revient. Donc il faut faire taire le mental. Ceux qui font de la méditation, ils ont plus de facilité avec ça, parce qu'ils ont l'habitude de rester dans le présent, et de ne pas donner suite aux pensées et à la mémoire. Voilà. Si on pouvait être libre de la mémoire, on serait vraiment dans le royaume des cieux. On serait des dieux et des déesses, et on ferait du neuf tout le temps. Et l'amour perdurerait. Mais là, on n'est pas libre, parce qu'on fait du vieux tout le temps. C'est le problème. Et moi, je prêche pour l'agrandissement d'un sentiment de liberté, pas tellement pour des machins un peu classiques où on vous dit, oui, mais bon, ramenez de la libido. Alors, les trucs qu'on vous dira classiquement dans les médias, on vous dira, alors, pour maintenir le désir sexuel, voilà, je vais vous dire, alors, vous vous apprêtez et vous faites des machins pimentés. Mettez des épices. Alors, vous faites quoi? Alors, ramenez comment on appelle ça? C'est les objets, là. Les sextoys. Ramenez vos sextoys, ramenez, je sais pas quoi, ramenez vos machins de libertins, allez dans les clubs libertins, allez faire du 2, du 3, du 4, allez faire des machins épicés, quoi. Voilà, mettez un peu du SM, mettez un peu des machins, mettez des épices, quoi, parce que sinon vous allez vous ennuyer comme un rat mort. C'est souvent ce qu'on vous préconise, on vous dit, allez-y, allez, ramenez un peu de l'excitation. Voilà, ramenez de la jalousie, parce que la jalousie, ça existe. La sécurité en dehors. Mais ramenez une tierce, fantasmer sur une tierce, hop, on va vous dire des machins comme ça. Voilà. Pourquoi pas? C'est respectable. Mais ce n'est pas une fin en soi, parce que ça vous amène toujours à être dans le mental. Ça ramène toujours, et il en faut toujours plus.
Parce qu'au bout d'un moment, le problème, c'est le striatum. On a à l'intérieur de notre cerveau une fonction qui s'appelle le striatum, qui lui, dès qu'il y a de la satisfaction et du plaisir, et que c'est intense, et qu'on lui redonne la même chose, avec la même stratégie, au bout du deuxième truc, déjà, c'est moins, voilà, il apprécie moins. C'est moins excitant parce que c'est du connu, c'est du vieux. Au troisième coup, avec le même bout de chocolat, bof, quoi. Donc, il lui faut toujours plus fort et plus vite, plus fort et plus intense. C'est le problème de l'addiction à l'intensité. Donc, notre striatum, il nous joue des tours parce que c'est pour ça que ça fait du vieux. C'est pour ça qu'il y a ce que disent les gens, la routine, c'est ça. Parce qu'on remet toujours le même plat. Et donc, avec le même plat, il vous faut toujours plus. Donc, il vous faut quelqu'un d'autre ou autre chose, ou des épices, ou je ne sais pas quoi. Voilà, bon. C'est tout le système, hein, mais on est construit comme ça. Donc, il va falloir trouver une opération de bascule pour lutter contre ça, autrement qu'en faisant toujours plus fort, toujours plus innovant, toujours plus excitant, toujours plus intense, parce que vous n'allez pas vous en sortir. Vous renforcez le machin du mental. Et au bout d'un moment, y a une limite à l'intensité. Vous pouvez vous traîner dans tous les clubs libertins, dans tous les machins, les trucs ouverts à droite, à gauche. Bon, je ne suis pas sûre que ça vous plaise tant que ça, d'ailleurs. Et puis, vous n'allez pas y trouver votre compte plus que ça. Ça a sa limite, cette affaire. C'est intéressant d'explorer. À un moment donné, c'est limité. Donc, on est toujours un peu en bas de la ceinture. Vous n'allez pas faire monter l'énergie très haut. OK, mais pourquoi pas? Voilà. Donc, c'est intéressant d'explorer autre chose, mais de comprendre ce système. De se dire, oui, mais la routine, OK. Alors, comment on fait? Vous avez vu, il faut faire une opération de bascule. Plus vous vous libérez de la mémoire du vieux, moins vous savez de choses sur l'autre, moins vous prétendez comprendre et savoir que l'autre et anticiper des tas de choses sur comment ça va se passer, mieux c'est. Bon, entraînez-vous avec la méditation, c'est le même système, c'est le même truc que la méditation. J'observe, je suis spectateur, mais je ne m'identifie pas à mes croyances, à mes pensées. Je ne suis pas hypnotisée par ce que je me dis sur l'autre, parce que ce que j'évalue, ce que je commente, mes émotions de peur, c'est beaucoup les peurs. J'ai peur que ça ne plaise pas, j'ai peur de ne pas être assez jolie, j'ai peur de ne pas savoir faire le bon geste, j'ai peur de nana, j'ai peur du rejet, j'ai peur... Alors quand les peurs prennent le pas, ça bloque tout. Le plaisir, il fait clic. J'ai peur d'être observée. Une des plus grandes peurs pour nous, c'est d'être observé par une tierce qui va nous évaluer. Ça fait partie des peurs, on le sait, terribles. Mais ça, c'est lié à notre survie. Donc on n'aime pas être observé parce qu'on a peur d'être exclu. Et à l'époque, à la préhistoire, si on était exclu, on mourait. Donc on a peur d'être observé par quelqu'un qui va nous juger. Et donc il faut aussi lutter contre ça. Donc toutes ces peurs, ça va vous bloquer et ça ne va pas faire un œil neuf. Ça va faire des mémoires de vieux. C'est un cercle vicieux, mais c'est très dur à lâcher. Voilà. Alors, oui, vas-y, prends le micro. Alors, avoir un œil neuf, mais pas forcément innover. Mais pas forcément innover. Tu peux t'amuser à innover, mais en général, quand tu as un regard neuf, fais-le quand tu regarde ta partenaire. C'est ta partenaire? Oui. Voilà. Merci de la regarder. Tu vas la regarder. Regarde-la. Comme si c'était la première fois que tu la vois. Tu ne l'as jamais vue, en fait. Tu viens de la rencontrer, elle est assise à côté de toi. Tu ne sais même pas son prénom, tu sais même pas comment ça. Ben, fais-le, regarde. Et essaye de voir, déjà, si tu arrives à le faire, intentionnellement. Et regarde, est-ce que ça change quelque chose dans ton expérience? Et qu'est-ce que ça change dans ton expérience quand tu la regardes comme si cette fille, tu ne l'avais jamais vue de ta vie? Ça change quoi? Juste avant que tu commences à dire « oui, mais je sais que ». Oui, mais c'est pas vrai, je la connais. Juste avant ça, il y a eu un instant de neuf, un instant de fraîcheur. Et qu'est-ce que ça a changé dans ton expérience? Est-ce que tu peux décrire? Ça va être compliqué à décrire, mais ça change. Vous la voyez plus belle. Je ne sais pas. Ça, il ne peut pas parler pour toi, mais juste cette surprise, ce moment où tu te dis « tiens, mais au fait, cette fille, je ne sais rien sur elle. Je n'ai jamais vu. » Tout est possible. Voilà, tout est possible. Voilà, tout est possible. Ça ouvre le champ des possibles. C'est plus spacieux, voilà, c'est ça. Ça crée un espace d'ouverture qui est je ne sais pas. Je ne prétends pas connaître, savoir. Je ne suis pas enfermée dans la prison de la mémoire. Et ça peut être intéressant. Alors, ça ne va pas durer longtemps parce que tu vas être rattrapé par la mémoire. Mais oui, mais c'est pas vrai, je sais, elle s'appelle comme ça, et puis elle bouge comme ça, et puis elle fait ci, pas mi, bon, voilà. Mais c'est pas grave, tu reprends ton intention. Il y aura des petites fenêtres d'ouverture
vers quelque chose de plus large. Comment concrètement vous l'exploitez là? Là, on vient de le voir. Tu fais l'amour avec ton partenaire, comment on l'exploite? Tu fais l'amour avec... Bon, tu es dans la chambre, ou tu es dehors, je ne sais pas où tu es. On va dire que tu es dans une chambre. Bon, alors, tu as rendez-vous avec lui, eh ben, tu n'es pas obligé de lui dire. Tu te mets dans la direction, tu te donnes la consigne. Je le regarde comme si c'est la première fois. Je ne le connais pas. Je lui ai dit, mets cette intention dans ta tête. Et tu t'interroges toi-même. Qu'est-ce que ça change si je fais ça? Tu vas voir, potentiellement, ça peut ouvrir un espace. Je dis potentiellement. Mais si tu as ton truc du vieux qui réapparaît, ça ne va rien ouvrir du tout. Hein. Ça peut être fugace. Ça va être fugace. Hein. Ça a été le cas. Ça sera fugace. Mais ce n'est pas grave. Ça te donne une expérience novatrice sur une liberté. La liberté de faire sans savoir. Alors, quand on regarde une fleur, entraînez-vous avec, soyez poétique, entraînez-vous avec la nature. On n'est pas obligé de le faire direct dans la chambre. Vous allez regarder une fleur, un arbre, je ne sais pas, de l'herbe, bon, par exemple un arbre, sans le décrire. Surtout, ne décrivez pas, ne catégorisez pas. C'est le même truc. Faites comme si vous atterrissez sur Terre et vous n'avez jamais vu cet arbre. Vous ne savez même pas que ça s'appelle un arbre. Vous voyez quelque chose qui a cette apparence, il y a des feuilles vertes, vous ne savez même pas qu'il y a des feuilles vertes. Regardez comme si c'était la première fois, et sans catégoriser, sans rien savoir. Pareil pour une fleur. Vous voyez une rose, et vous voyez une rose sans pourquoi. On disait, ça c'est vraiment, ça c'est un enseignement spirituel, ça. Regardez la rose est sans pourquoi. On ne se demande pas si elle va flétrir, si elle est, je ne sais pas quoi, et quelle rose c'est, on s'en fout complet. Ce n'est pas le sujet. On regarde la rose comme si on est un nourrisson, on arrive et on est purement sensoriel. Et donc, moins vous définissez, plus vous vous laissez surprendre et vous laissez venir la sensation vers vous, globale, plus vous devenez purement sensoriel et sensitif. Plus c'est intéressant, évidemment, comme expérience, c'est un autre espace. Plus vous commencez à définir, je sais que c'est une rose qui s'appelle comme si, elle a combien de, elle est à telle distance de moi, ah, elle a des épines, nanan, et bientôt elle va flétrir, et bientôt il faut que je l'arrose. Bon, c'est mort. Fini, c'est cuit. Et c'est tout ce que vous faites avec votre partenaire, c'est la même chose. Donc, entraînez-vous avec la nature. C'est plus facile de laisser venir la nature vers vous. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un regard périphérique. Au lieu d'avoir un regard qui va vers quelque chose et qui définit la chose, qui est un regard fixe, qui va fixer la chose, ici, c'est bien quand vous avez besoin de fuir un danger, parce que tu vas fixer le danger pour l'éviter. Mais là, on s'en fout, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'ouvrir le regard. Ouvrir le regard, ça veut dire ouvrir le regard à la périphérie. Tu vois tout ce que tu peux voir. Ouvrez le regard maintenant, regardez tout. Regardez tout. Ouvrez votre regard jusqu'à le maximum que vous puissiez voir la périphérie et laissez tout venir vers vous. Au lieu de dire, tiens, je vois un tel, je vois une femme, je vois un homme, je vois une chaise, je vois machin, je vois Véronique. Je m'en fous, lâchez ça. Regardez et laissez venir, imprégnez-vous de ce qui apparaît sans définir. C'est extrêmement intéressant. Vous allez sentir des choses. Ce n'est pas la même expérience. Faites-le. Faites ça et son inverse. Et définissez, regardez, enfin, ah oui, c'est une femme, c'est un homme, elle a une tête comme ça, oh putain, elle fait une tronche. Et l'autre, oh là là, elle m'aime pas. Bon, voilà. Et donc faites ça et faites l'inverse. Laissez-vous surprendre par un regard périphérique et laissez-vous vous imprégner, laissez venir le paysage vers vous. Alors évidemment, là, c'est mieux de le faire à la nature, c'est plus facile de le faire dans la nature, mais c'est pareil avec votre femme, votre conjoint, votre amant, votre maîtresse, etc. C'est le même type d'expérience. C'est une intention. Vous n'y arriverez pas tout le temps, d'accord ? Parce que ce n'est pas possible d'y arriver tout le temps. Vous n'êtes pas des surhommes et des surfemmes, mais ça donne des pistes pour faire un peu autrement que ce que vous faites d'habitude avec ces histoires de routine. Alors, l'usure, la routine, la lassitude, je la connais, je le connais, c'est toujours pareil. Voilà, donc rajoutons un amant, une maîtresse, des épices, machin. Bon, vous avez compris, c'est toujours compliqué. Parce qu'après, s'il y a l'amant qui se rajoute, vous allez faire exploser votre couple potentiellement, vous allez être... l'autre le saura, bon, trahison, machin, enfin, il peut y avoir des conséquences graves. Ah oui, donc je disais,
pour aussi maintenir le désir sexuel, il y avait aussi une idée qui m'était venue. C'est, je l'ai dit un peu tout à l'heure, en ligne de fond, j'ai dit plus votre partenaire est désirable sur le marché de l'amour, plus il a une bonne cotation sur le marché de l'amour, plus il est sexy, plus vous allez avoir du désir. Plus vous allez projeter un état... Alors, non, ça plus l'inverse, c'est-à-dire l'autre, plus tu as la cote sur... Plus il y a de la sécurité. Oui, bah oui, plus il y a de la sécurité. Alors, attends, prends le micro, parce que sinon, ça va être, je ne vais pas être contente. C'est pareil, ça peut être contre-productif. Tu le micro. Fais-lui passer le micro. Alors, attends, redis ce que tu as dit, parce que c'est intéressant. Je disais, pour revenir juste sur l'élément précédent, là, ça peut être contre-productif, vous tentez de regarder avec un regard nouveau la personne qui vous accompagne depuis un moment, ça peut être complètement contre-productif. Si effectivement, je soulignais la situation de tout à l'heure, si la relation en fait était basée sur une attirance physique dans un premier temps contre laquelle l'un et l'autre n'ont pas pu lutter. Et qu'ensuite, il s'avère que la compatibilité n'est pas affirmée. Oui, je me rappelle de cet exemple. Voilà. Et donc là, de la même manière, ça peut être complètement à l'inverse. De regarder l'autre comme pour la première fois? Non, le deuxième, ce que vous venez de dire à l'instant. Ce que je disais là, je ne me rappelle plus. Je disais quoi? Redites-moi ce que je disais. Ah oui, qu'est-ce que je disais là? Je me rappelle plus. Ah oui, il faudrait regarder. Si la personne est désirable, voilà. Si quoi? C'était quoi? Alors, en quoi ça serait contre-productif? Si elle n'est pas désirable, tu veux dire? Non, c'est l'inverse. Si la personne est trop désirable et qu'effectivement elle est sans arrêt sollicitée, ça peut générer un trop sentiment d'insécurité. Et du coup, voilà, ça peut être gênant. Il y a trop de jalousie, ça peut être gênant. Oui, non, même pas en termes de jalousie. Ça peut simplement créer une insécurité sans pour autant qu'il y ait de la jalousie. En général, il y a de la jalousie. Ça peut être contre-productif. Pardon? Oui, en général, ça va avec la jalousie. L'insécurité, ça va être je suis jalouse des rivales. Mais bon, peu importe. Quand il y a de l'insécurité, quand il y a trop d'insécurité, je suis tellement mal que je n'ai plus j'ai plus de désir parce que je suis angoissée à l'idée de le perdre, que mes rivales me le captent. Oui, en fait, c'est même pas tout à fait ça. C'est tout dépend de l'attitude de la personne qui est sollicitée. Oui, mais même. Des fois, l'autre, il est hyper tranquillou. Quand j'ai des mémoires, moi j'en avais une patiente ce matin, c'était ça. L'autre, il n'était pas du tout en train de séduire toutes les meufs. Mais comme elle avait des mémoires d'abandon, de négligence, je suis seule, j'étais seule quand j'étais petite. Elle, le fait que son mec ait du charisme, qu'il plaise et qu'il soit extraverti, ça lui suffit. Ça lui suffisait pour être jalouse, en fait, même si elle ne voulait pas le reconnaître, jalouse, c'est-à-dire... Ben oui, mais bon, quand même, elle était en mode insécurisée et du coup, ça nuit à l'excitation parce que c'est trop d'insécurité. Donc, elle était toujours en train de se comparer par rapport au rival en disant « je suis pas assez ceci, pas assez cela ». Bon, bref, elle se te foutait. Donc, trop d'insécurité tue l'excitation, mais un peu, c'est vrai, quelqu'un qui a la cotation, une bonne cote sur le marché de l'amour, en général, comme il n'est pas capté, comme on sait qu'il est désiré, qu'il a du charisme, en général, ça produit une forme d'envie de capter le partenaire. Parce que l'érotisme, et ça, c'est les lois de l'érotisme, regardez la conférence que j'avais faite sur les lois de l'érotisme, c'est la dissymétrie, c'est pas la symétrie. La dissymétrie, c'est qu'il faut qu'il y en ait un qui soit baba devant l'autre et qui soit là en mode « Ah, ouais, t'es trop sexy, je t'admire tellement, t'es trop génial, et moi, je suis moins... » Voilà, bon. C'est un peu neuneux, mais ça marche comme ça. Ça, c'est érotique. Ça fonctionne, c'est pas moi qui ai inventé le truc, ça fait partie des lois de l'érotisme. Donc, à savoir que les relations trop égalitaires, ça fait plan-plan. Pour maintenir le désir. On est sur comment maintenir le désir sexuel. Bon. Après, c'est pour ça que je vous dis, c'est un peu neuneux ces trucs-là. Hein? Voilà, les bidochons n'avaient pas de désir et c'était pas grave. Alors je vais justement, je ne sais pas quelle heure il est, mais je vais être obligée à un moment donné de conclure, sinon je vais me faire virer de la salle. Ah oui, j'ai encore un truc à dire qui est important, j'ai oublié. Il y a deux types de désirs. Il y a le désir spontané et, ah si j'en ai parlé, le désir réactif, si j'ai pas dit, le désir réactif qui est suite à une stimulation. Il y a des gens qui disent, mais moi, j'ai pas de désir, c'est mon cas, j'ai pas de désir spontané. C'est pas en regardant un mec, même le plus beau mec, machin, Brad Pitt, moi, j'ai pas un truc comme ça. Non, il faut qu'il me touche, il faut qu'il y ait de la stimulation quelque part, sur une partie de mon corps, pour que d'un coup, ça me déclenche le désir. Donc ça dépend, il y a deux types de désirs. Donc le désir spontané, comme ça, juste projectif, c'est très mental, je projette, je sais pas quoi, que l'autre me fait complètement triper, et donc ça y est, je mouille. Et ça peut être l'autre, je ne mouille pas si on ne me touche pas. Et tout est vrai, ça dépend des gens, en fait. Voilà.
C'est pour ça que c'est important de voir qu'il y a plusieurs types de désirs et c'est important de se respecter, de dire c'est pas parce que je ne fonctionne pas comme toi que j'ai un problème. C'est juste que j'ai une façon de fonctionner qui est différente de toi. Parce que ceux qui pensent que le désir devrait toujours être spontané, si toi tu as un désir réactif, ils ne te trouvent pas normal. Il va commencer à... Non, stop, ça marche. Oui, c'est pas grave, ça marche quand même. Merci, hein, c'est chouchou là. Voilà. Donc, à discuter au sein du couple. L'idée, c'est de laisser tout le monde être comme il est. Hein. Il n'y a pas qu'une manière de fonctionner. Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas dit? Alors, je vais résumer. Je vais terminer mon développement. Merci d'avoir été très participatif parce que ça permet toujours beaucoup de pouvoir développer des sujets. Parfois, vous allez, pour maintenir le désir sexuel, parfois vous allez pouvoir débloquer des situations, comme j'ai dit, peut-être en cadrant. C'est-à-dire, par exemple, on se donne des rendez-vous, on programme, on fait des réunions, on met un cadre et ça sécurise. Parfois, ça ne va pas marcher. Des fois, vous essayez tout ce que vous pouvez et ça ne marche pas. Donc, si ça ne marche pas, à un moment donné, vous pouvez aussi vous interroger sur faut-il, ce que j'ai dit au tout début en introduction, faut-il vraiment maintenir le désir sexuel pour qu'on ait un couple heureux? Est-ce que c'est si important de ça, de se mettre la pression sur ce sujet ou pas? J'en sais rien. Après, moi, je n'ai pas de réponse. À vous de vous mettre vos réponses. Parce que si vous vous mettez la pression là-dessus, c'est là où on met notre attention que ça se déploie. Donc, ça devient un vrai problème. Et vous pouvez commencer à vous dire, mais l'herbe est plus verte ailleurs. Hein, donc maintenant, en général, c'est ça. Hein, là, c'est pas bon. Là, bonne sexualité ici. Courons là-bas, voir si j'y suis, ça sera tout de suite mieux là-bas. Vous allez là-bas, ça va mieux, mais peut-être que ça ne fait pas tout. Voilà, hein, bon, on l'a vu. Ça ne fait pas tout le cahier des charges. Voilà. Et après, ça te fait, puisque là, il n'y a pas tout, je vais encore courir le lapin d'après. Bon, etc. Et tu passes d'un lapin à l'autre. Bon, on n'a jamais fini avec ça. Parce que tout a ses limites, en fait. Donc, cette pression qu'on peut se mettre sur la sexualité, des fois, elle est horrible, elle est tragique même. Parce que ça devient un gros problème, et plus vous en faites un problème, moins ça se détend. Ça obstrue le champ, en fait. Vous êtes complètement affecté par ce truc-là, vous y pensez tout le temps. Moi, je sais que ça a été mon cas. Moi, je parle de moi. Des fois, ça m'arrive quand c'est opportun. Et là, je peux raconter que moi, ça m'avait fait bugger une fois. Parce que moi, j'avais du désir pour un homme que j'aimais, qu'on s'aimait beaucoup tous les deux. Enfin, on s'aime toujours, d'ailleurs. Mais c'est moi qui avais toujours envie. C'est moi qui étais demandeuse et lui pas. Il y a beaucoup de femmes comme ça maintenant. Hein. C'est inversé. C'est l'homme qui veut moins faire l'amour que la femme. Bon. Et du coup, moi, je me sentais rejetée. Et du coup, ça avait bloqué complet le truc. Parce que plus je lui demandais, comme j'ai dit, moins il voulait, parce qu'il se sentait, oh là là, mais t'es exigeante, t'es frustrée, arrête de te sentir rejetée, je te rejette pas. Puis moi, j'étais là, si tu me rejettes, la preuve. Donc, c'était complètement bloqué. Et moi, ça me faisait bugger parce que, pour moi, probablement comme vous, là, un des fondements de ma vie amoureuse, c'est sur la sexualité épanouie. Sexe, cœur et plus haut. C'était mon truc, moi. C'était vraiment... voilà, c'était cimenté autour de la sexualité. Je me suis pris la tête avec ça. Ça m'a fait des nœuds dans le ventre, d'ailleurs. Je suis même tombée malade. J'avais des problèmes digestifs gastriques, parce que ça me prenait la tête, ce truc. Ça me faisait vraiment... je disais, ouais, mais on ne fait pas l'amour. Et à quelle heure on va faire l'amour? Et demain, est-ce qu'on fera l'amour? Est-ce que demain, on y arrivera? Et après-demain, et demain soir, et machin. Et est-ce que je suis une bonne amante et pas une bonne amante? Et on va chercher à débloquer. Putain, j'en ai fait une affaire d'État. Le truc, ça m'a pris la tête. Alors, je m'en suis sortie comment? Bonne question. Comment je m'en suis sortie? Alors, je m'en suis sortie en lâchant... Oui, non. Alors, j'ai fait de la thérapie, mais le sujet, ça a été d'arrêter de me mettre la pression ou d'arrêter de croire que ma vie était cimentée par la sexualité, que c'était un fondamental et que c'était un essentiel pour moi. Et sans ça, il me manquait quelque chose d'énorme. Parce que pour moi, la sexualité, ce n'était pas que la sexualité, c'était l'espace de la fusion amoureuse, enfin, c'était l'espace de l'amour romantique à travers la sexualité. Bon, c'était mon truc. Hein. Bref. Donc, j'ai décidé, et je me suis engagée volontairement, à arrêter de croire à ce que je me racontais depuis le début, puisque je le croyais, je le vérifiais, que si je faisais bien l'amour avec un homme, c'est que c'était merveilleux, que c'était magique, et c'était ça qu'il me fallait. C'est une croyance de base, hein. Et donc, je me suis dit, je vais arrêter d'en faire une affaire d'État. On va voir ce que ça fait. Il faut s'interroger dans la vie. Et j'ai lâché l'affaire. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un truc que je n'ai jamais fait dans la vie. Je vais me passer de sexualité. Alors, voyons ce que ça fait.
Je vais arrêter de chasser les hommes pour avoir des love affairs, des super histoires d'amour. Parce que ce n'est pas juste de la sexualité, c'est des love affairs. Bon, alors on va voir ce que ça donne, parce que j'ai voulu arrêter de croire à ce que je me raconte. Et bien, au bout d'un moment, ça marche. Évidemment, pas au bout de 3 semaines, mais au bout d'un certain moment, quand j'ai arrêté, je me suis décidée à arrêter de croire à ce machin de manque, ça va me manquer, parce que c'est l'histoire du manque, ça va me manquer de ne pas avoir une histoire d'amour avec de la sexualité épanouie. En fait, rien m'a manqué. De ce jour-là, franchement, c'est vrai, plus rien ne me manque. Il n'y a rien qui me manque. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'arrêter de croire au manque. Et ça, c'est plus puissant que n'importe quoi. J'arrête d'alimenter ce truc, ça me manque, et c'est un fondamental, et si j'ai pas ça, je veux cet objectif, et si je l'atteins pas, c'est que c'est pas la bonne personne, et donc il m'en faut un autre, et un autre, et un autre. Non, non. J'ai dit, bon, j'arrête de ces histoires de manque, ça me saoule, je veux plus jamais manquer de rien, et j'éradique cette histoire de manque. Et donc j'ai travaillé sur le vide affectif, évidemment, hein. C'est ça la racine, et aujourd'hui, je donne des formations sur le vide affectif, des formations en ligne, qui permettent de créer une vraie bascule. Mais vous voyez comment tout se suit. Est-ce qu'on ne peut pas observer différemment Alors la question, je répète. Alors, passe dessus le micro. Merci de lui passer le micro, sinon je ne suis pas contente. On ne t'entend pas, sinon. Oui, vas-y, redis. Est-ce qu'on ne peut pas... Oui, ça marche. Ah oui. Tout marche. Est-ce que l'on ne peut pas observer différemment la manière dont vous êtes sorti de cette affaire en disant tout simplement que finalement, il vous a imposé son rythme. Il vous a imposé son rythme. C'est le choix qu'elle en faisant son rythme, c'est-à-dire... Puisque lui, il était moins demandeur. Alors, il était moins demandeur. Voire pas du tout, je ne vais pas préciser toutes les données. Il était moins demandeur avec moi, mais il aimait bien faire l'amour avec d'autres. C'est compliqué pour moi. Avec d'autres. Ah, oui, oui, il avait du désir avec d'autres, mais moi, comme j'étais dans le couple et qu'il y avait de l'enjeu avec moi, que c'était la femme qu'il aimait, ça bloquait plus avec moi qu'avec les amantes d'à côté, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Oui, donc ça compliquait l'histoire. C'était plus compliqué que ça, tu vois. Mais de toute façon, le truc à éradiquer, c'est l'idée des objectifs. Plus j'ai un objectif à atteindre, moi, mon objectif, c'était de faire l'amour souvent avec un homme que j'aime. C'était mon objectif, en fait. Plus je m'accroche à un objectif, et plus je souffre. Moi, je m'accroche à l'objectif et moi, je souffre, je suis libre. Et je cherche toujours à agrandir un sentiment de liberté intérieure pour moi, mais pour vous. Oui, donc on prend soin de soi. Voilà. C'est ce que je comprends. Ça. On prend soin de soi. C'est ça, prendre soin de soi à l'endroit où je m'accroche moins, je fais moins d'attachement à une idée fixe que je me fais. Il me faut ça pour être heureux. Et j'en terminerai là parce qu'il faut terminer. Merci.